Imagine un instant. Un regard qui perce l'écran comme une flèche, des yeux d'acier qui semblent porter le poids d'un millier d'histoires non racontées, une présence si magnétique qu'elle fige le temps. Cet homme, c'était le Cliff. Pas juste un acteur, mais une force brute, une énigme sculptée par la douleur, la guerre et une résilience à toute épreuve. Son visage, buriné par les épreuves, est devenu une icône du cinéma, un symbole de l'Ouest sauvage, du danger silencieux, du héros brisé. Mais qui était vraiment le Cliff? Derrière le pistolero impassible, il y avait un homme, un père, un survivant, un artiste. Son histoire, c'est celle d'un voyage semé d'embûches, de tragédies discrètes et de triomphes inattendus. Alors, attache ta ceinture, car aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante et bouleversante de Le Cliff, un homme dont le nom résonne encore dans chaque plan de ses films légendaires. Si tu aimes les récits bruts, les destinées hors du commun et les histoires qui mêlent gloire et sacrifice, reste avec moi. Et si cette vidéo te touche, clique sur le bouton like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Allez, embarquons dans cette aventure. Le Cliff, né en janvier 1925 dans la petite ville de Somerville, New Jersey, a grandi loin des projecteurs d'Hollywood. Imagine une communauté agricole paisible, où les journées s'écoulent au rythme des saisons, des champs de blé et des travaux manuels. Sa famille, d'origine néerlandaise, vivait modestement, ancrée dans les valeurs simples de l'Amérique rurale. Rien dans son enfance ne laissait présager qu'il deviendrait une légende du cinéma. Pourtant, dès son plus jeune âge, le Cliff avait quelque chose de spécial, un charisme brut, une intensité dans le regard qui semblait déjà raconter une histoire. Mais avant que les caméras ne capturent cette aura, la vie avait d'autres plans pour lui, des plans forgés dans le creuset de la guerre et de l'adversité. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le Cliff, alors jeune adulte, appartient à une génération jetée dans le chaos d'un conflit planétaire. Il s'engage dans la marine américaine, non pas par soif d'aventure, mais par un sens profond du devoir. Affecté d'abord à un chasseur de sous-marins dans les eaux turquoises des Caraïbes, il apprend vite la discipline et la vigilance nécessaires pour survivre dans un environnement où chaque vague peut cacher une menace mortelle. Mais ce n'était que le début. Rapidement, il est transféré sur l'USS Incredible, un dragueur de mines dont le nom semble tout droit sorti d'un roman d'aventure. Ce navire, chargé de neutraliser les mines explosives dans des zones aussi périlleuses que la mer Noire et la mer de Chine, devient le théâtre de ses années formatrices. Imagine un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, scrutant les profondeurs à travers un sonar, les nerfs tendus, conscient que la moindre erreur pourrait coûter la vie à tout l'équipage. Ces moments d'intense pression ont forgé en lui une résilience rare, une gravité qui transparaîtra plus tard dans chacun de ses rôles. Mais l'histoire de Le Cliff en mer ne se limite pas à des missions techniques. Dans la mer Noire, près de Sébastopol en Crimée, son équipage collabore avec la marine soviétique, une alliance improbable née des nécessités de la guerre. À une époque où la méfiance entre les alliés était palpable, Le Cliff, simple marin, se retrouve au cœur de dynamiques géopolitiques complexes. Ses expériences, mêlant danger physique et tensions diplomatiques, ajoutent une profondeur insoupçonnée à son caractère. Après des mois d'opérations intenses, l'USS Incredible jette l'ancre en Sicile, où Le Cliff reste jusqu'à la fin de son service. Lorsqu'il quitte la marine, il porte le grade de sonarman First Class, décoré d'une Bronze Star et d'une Good Conduct Medal, des distinctions qui témoignent de son courage et de son dévouement. Ces années de guerre ne sont pas qu'un chapitre de sa vie, elles sont le socle sur lequel il construira tout le reste. De retour à la vie civile, Le Cliff retrouve une certaine stabilité. En 1943, en pleine guerre, il épouse Patsy Ruth, une femme qui deviendra son ancre dans les années tumultueuses à venir. Ensemble, ils fondent une famille, élevant 3 enfants, une fille, Deborah, et 2 garçons, Alan et David. Mais la vie d'acteur est encore loin de ses pensées. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille dans des fermes, puis dans une usine, occupant des postes comme analyste en méthode de travail ou comptable. C'était un quotidien pragmatique, loin des rêves de gloire. Pourtant, son physique unique, un visage anguleux, des yeux perçants, une allure imposante, ne passe pas inaperçu. Des amis, des connaissances, même des étrangers, le pressent de tenter sa chance dans le théâtre. « Tu as quelque chose », lui disent-ils. Et un soir, presque par hasard, il accepte une invitation à auditionner pour une troupe locale à Clinton, New Jersey. Ce premier pas sur scène est un moment décisif. Le Cliff, sans expérience, décroche un rôle. Il décrira plus tard cette soirée comme un électrochoc, une révélation. « J'ai auditionné, et bon sang, j'ai eu le rôle », dira-t-il avec son franc-parler caractéristique. Cette étincelle allume un feu en lui, une passion qu'il ignorait posséder. Peu après, une audition pour la tournée de la pièce Mystère Roberts marque un tournant. L'audition est tout sauf conventionnelle. Le metteur en scène lui demande de se déshabiller, de marcher sur scène, sous le regard d'une assistante. Gêné mais déterminé, Le Cliff s'exécute. Sa lecture est médiocre, il l'admet lui-même, mais sa présence brute,
presque animal, fait mouche. C'est cette intensité, impossible à enseigner, qui lui vaut le rôle. Fidèle à ses principes, il insiste pour donner un préavis de 2 semaines à son employeur avant de partir. À sa grande surprise, son patron, sentant son désir de changer de vie, le libère immédiatement. « Tu veux faire ça, pas vrai ?» lui demande-t-il. Le Cliff répond par l'affirmative, et c'est le début d'une nouvelle ère. Sa carrière décolle en 1952 avec un rôle dans High Noon, un western classique où il incarne Jack Colby, un antagoniste mémorable. Bien que secondaire, ce rôle le place sous les feux des projecteurs. Une anecdote savoureuse illustre son intégrité. Le réalisateur Stanley Kramer voulait initialement le caster dans un autre rôle, mais à condition qu'il se fasse refaire le nez. Le Cliff refuse catégoriquement, fidèle à son apparence et à son identité. Kramer, impressionné par cette authenticité, lui offre finalement le rôle de Colby. Ce moment marque le début de sa réputation à Hollywood comme l'acteur parfait pour incarner des méchants charismatiques ou des voyous audacieux. Son visage, loin des standards de beauté classiques, devient sa marque de fabrique. Une présence intimidante, un regard qui semble transpercer l'âme. Mais la vie de Le Cliff n'est pas un conte de fées. En 1959, un accident de voiture lié à l'alcool manque de mettre fin à sa carrière naissante. Une blessure grave au genou le laisse avec un pronostic sombre. Les médecins affirment qu'il ne remontera jamais à cheval, une compétence essentielle pour un acteur de western. La douleur physique s'accompagne d'une période de doute et de convalescence, tant sur le plan personnel que professionnel. Sa vie privée change également. Son mariage avec Patsy prend fin en 1958, après 15 ans et 3 enfants. En 1960, il se remarie avec Johanna Marjorie Drin, surnommée Johanny, et ensemble, ils explorent une voie inattendue, la décoration d'intérieur. Ce virage surprenant révèle une facette créative de Le Cliff, un homme capable de transformer une pièce comme il transformait un rôle. Parallèlement, il se consacre à la peinture, créant des marines et des paysages qui deviennent un exutoire pour ses frustrations et sa douleur. Un détail fascinant, souvent méconnu, illustre sa complexité. En construisant une maisonnette de jeu pour sa fille à Granada Hills, Le Cliff se coupe accidentellement le bout du majeur droit. Cette petite imperfection, presque anecdotique, devient une part de son image, un symbole de son authenticité, de sa vie marquée par les épreuves. Ce doigt manquant, visible dans certains gros plans à l'écran, renforce son aura de dur à cuire, un homme façonné par les combats réels autant que par ceux qu'il incarne. Les années 60 marquent un creux dans sa carrière. Après l'accident, les rôles se font rares, et Le Cliff semble condamné à des apparitions télévisées ou à des seconds rôles. Son mariage avec Johanny s'achève en 1974, et en 1976, il épouse Barbara Avalon, qui restera à ses côtés jusqu'à la fin. Mais juste au moment où tout semble perdu, un coup du destin change tout. En 1965, Sergio Leone, un réalisateur italien visionnaire, prépare pour quelques dollars de plus la suite de son succès pour une poignée de dollars. À la recherche d'un acteur pour incarner le colonel Douglas Mortimer, un tireur expérimenté et sophistiqué, Leone tombe sur une photo de Le Cliff. Malgré son absence prolongée des plateaux, Leone est immédiatement séduit par son allure. Lors de leur rencontre, Le Cliff se présente dans un long manteau noir et des bottes, une image qui semble tout droit sortie d'un western. Leone sait qu'il a trouvé son homme. Le tournage en Espagne est une révélation. Le Cliff, face à Clint Eastwood, prouve qu'il peut tenir tête au plus grand. Une anecdote amusante révèle une compétition amicale entre les deux acteurs pour savoir qui tire le plus vite. Les images confirment que Le Cliff est le plus rapide, un détail qui ajoute à sa légende. L'année suivante, Leone le rappelle pour Le Bon, La Brute et le Truand, où il incarne Angel Aye, un méchant glacial et inoubliable. Ce rôle, surnommé par Eastwood lui-même, devient l'un des plus iconiques du cinéma. La polyvalence de Le Cliff, capable de passer d'un colonel honorable à un antagoniste terrifiant, impressionne critiques et spectateurs. Dans les années 60 et 70, Le Cliff devient une star du western spaghetti, passant de second rôle à des rôles principaux. Il s'installe à Rome, achète un ranch en Espagne et embrasse pleinement la culture européenne. Mais à mesure que le genre décline, il s'adapte avec brio, explorant des films d'action et des hybrides comme The Stranger and The Gunfighter, mêlant western et arts martiaux. En 1984, il décroche le rôle principal dans la série The Master, incarnant un ninja à la recherche de sa fille. Un rôle qui montre une nouvelle facette de son talent. Malheureusement, sa vie s'achève tragiquement le 14 décembre 1989, lorsqu'il succombe à une crise cardiaque à 64 ans. Ses funérailles, où les participants portent des tenues de cow-boy, rendent hommage à son héritage. Clint Eastwood, présent, loue son talent, affirmant qu'un grand protagoniste a besoin d'un antagoniste à sa hauteur. Le Cliff repose au Forest Lawn Memorial Park, avec une épitaphe éloquente, Best of the Bad. Son histoire, faite de courage, de douleur et de triomphe, continue de vivre à travers ses films. Si ce récit t'a captivé, like,
abonne-toi et partage. Quelle est ton histoire préférée de Le Cliff? Dis-le nous en commentaire, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'ombre des légendes.